Louis. Sur Instagram, il m'est déjà arrivé de m'abonner à quelqu'un que je ne connais pas dans la vraie vie, pour le seul plaisir de trouver ce qu'il ou elle poste scandaleux, nul ou ridicule. Il m'est même arrivé il n'y a pas si longtemps de croiser une de ces personnes dans la rue par hasard. Quand je l'ai vue au loin, je me suis dit « Mais attends, mais c'est qui cette star? D'où je la connais? Dans quel film je l'ai déjà vue ?» Il y avait, je dois bien l'avouer, une micro-pointe d'excitation. Avant de la reconnaître et de me rendre compte que c'était en fait quelqu'un que je suivais depuis des années pour des raisons pas très glorieuses. J'ai pris ce jour-là une petite douche d'humilité. Je veux dire, cette personne que je suivais en me sentant un petit peu supérieure, dans mon cerveau, elle avait pris le statut du deux star. Vraiment, dans cette histoire, la personne pas très reluisante, c'est moi. Alors pourquoi est-ce qu'on suit sur les réseaux sociaux des gens que l'on n'aime pas ? Si on trouve une personne soi-disant si peu intéressante ou si horripilante, pourquoi est-ce qu'on y consacre du temps, de l'attention, de l'énergie ? Qu'est-ce qu'on recherche en alimentant nos petites détestations ? Et ces sentiments dans lesquels on se complaît parfois, est-ce qu'ils nous apportent quelque chose ? Je suis Marie Misset, bienvenue dans Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étages. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais j'avais pas vu venir ça du tout, mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. Rencontrer des gens qui acceptent de me révéler cette part pas forcément lumineuse d'eux-mêmes n'a pas été évident. Car oui, admettre qu'on suit fort les actualités et la vie de quelqu'un qu'on n'aime pas trop, voire qu'on déteste, autant on le fait en petit comité, autant le dire publiquement, c'est moins évident. Parmi ceux qui m'ont répondu avec courage, quelque chose m'a frappé très rapidement. Ils m'ont tous raconté que le rapport qu'ils entretiennent avec la personne détestée ressemblait à une sorte de rituel. En fait, je me suis rendu compte que c'était devenu une espèce de routine à laquelle je ne pense même plus. C'est-à-dire que j'arrive au bureau, j'ouvre une fenêtre incognito et je vais voir son Threads, Twitter, Instagram. Au moins, je me fais la règle que je ne vais pas regarder depuis mon téléphone. Parce que je suis au bureau 3 jours par semaine et du coup, c'est juste 3 jours par semaine. Donc, c'est pas vraiment un truc d'ennui, c'est devenu une espèce de routine. Ça va avec mon café du matin, quoi. Je vous présente Rachel, 37 ans. C'est le genre de personne qui suit ses rêves. Elle est partie aux États-Unis pour vivre de sa passion, la musique, et elle a réussi. Et pourtant, malgré cette vie qui semble très joyeuse et bien remplie, elle a ce petit truc chelou qu'elle fait en secret un matin sur 2. Il y a des gestes qu'elle répète à intervalles réguliers et j'ai retrouvé la même chose chez Eric. Eric, il a un enfant tout jeune dont il s'occupe. Il m'a accueilli dans un appartement chaleureux plein de jouets pour me parler de quelqu'un qu'il déteste et dont il suit pourtant les actualités avec assiduité. Et lui aussi, il a des horaires et des habitudes consacrées uniquement à cette personne. Il y a beaucoup de moments dans la journée, mais plutôt vers 13h. J'ai mon petit break de la journée, je regarde un peu les infos. Et il y a forcément un gros sujet quotidien, on va dire un sujet polémique, et je sais qu'il va réagir. Ça va être un procès, ça va être une prise de parole. Et il va réagir, et je suis sûr que je vais le haïr pour ça. Ça te manquerait en fait si tu pouvais plus le regarder tous les jours. Ouais, ça me manquerait. Est-ce que tu fais des pauses pendant les vacances, par exemple? Ouais, quand je vais pas trop sur Twitter. J'avoue que c'est aussi mon canal privilégié de l'hameçonner, on va dire. Mais ouais, je suis pas sûr de faire des pauses. Je crois pas. J'ai aussi parlé sur WhatsApp à un hater repenti, Romain. Il s'était construit une personnalité et presque une vie autour de ses détestations. Romain se moquait des gens dans la vraie vie, comme ses parents l'avaient fait avant lui, mais aussi et surtout sur Internet où il prenait plaisir à dire des horreurs sur les gens qu'il n'aimait pas. Depuis plus de 10 ans, Romain vit sans haine. Il habite à Nantes et quand il parle de son passé de hater sur Internet, qui a fait du mal et qui le sait, franchement, on dirait le discours d'un toxicomane repenti, sobre depuis des années. Maintenant, mon rapport à la haine, c'est... je suis un peu comme les born again américains, là, les chrétiens
qui étaient trash avant et qui sont devenus hyper stricts, ou les anciens fumeurs qui sont devenus hyper intolérants à la clope. C'est-à-dire que je suis vraiment chiant avec ça. Je suis hyper relou. Enfin, c'est difficile d'avoir vraiment des regrets, mais c'est vrai que j'ai des comportements que je regrette. J'ai des gens que j'ai vraiment sûrement blessés, pour lesquels c'est difficile de penser à ces comportements-là. Donc je regarde mon passé avec sévérité. Je me définis vraiment comme un anti-haineux, et c'est vrai que j'en suis assez fier. Ouais. En fait, d'avoir compris que c'était pas le bon chemin. Ce rapport presque addictif à la détestation, il m'a vraiment interrogée. Et d'ailleurs, Rachel utilise elle-même le mot. C'est une action d'aller chercher ce truc-là. Et ouais, c'est pour ça que je parle d'addiction, parce que ça fait vraiment les mêmes effets physiques, psychologiques, émotionnels que le paquet de bonbons ou le paquet de clopes, ou les trucs où tu te dis c'est à disposition, ça me rassure que ce soit là. J'en ai pas nécessairement besoin, mais ça me rassure. Mais enfin, qu'est-ce qui se joue dans ces détestations pour qu'on y trouve du réconfort ? Et est-ce qu'on peut même utiliser le mot d'addiction ? J'ai posé la question à Jean-Victor Blanc, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et auteur du livre Pop et Psy. Alors le terme d'addiction, il serait probablement un peu fort dans le sens où c'est plutôt un comportement compulsif, c'est-à-dire irrésistible, que la personne n'arrive pas forcément à maîtriser, sans forcément parler d'addiction qui lui est quand même dans le registre de la maladie et qui a d'autres symptômes associés, notamment le fait que ça fait du mal à la personne et qu'il continue quand même, etc. Je ne dirais pas que c'est une addiction parce que ça aussi, quelque part, peut-être retirerait aussi la question de la responsabilité. Si on dit que c'est une addiction, en fait, on n'est pas maître de son addiction. Je vois ce que Jean-Victor Blanc veut dire. Si on parle d'addiction, on peut très vite absoudre des gens qui harcèlent en ligne ou qui ont des comportements haineux. En disant « c'est pas leur faute, ils sont accros ». Mais en creusant un peu le sujet, j'ai découvert un papier écrit par 2 sociologues américains qui se sont posé la question de l'équation entre haine et addiction. Peter Simi est l'un de ces 2 sociologues. Il a étudié pendant des années d'anciens membres de groupes haineux, en l'occurrence des suprémacistes blancs. Ils ont eux aussi été marqués par les mots employés par les gens qu'ils interrogeaient, au point d'en faire une publication qui a été très remarquée et qui s'appelle « Addicted to Hate », soit « Addict à la haine ». Peter Simi a accepté de me répondre depuis la Californie. L'article met l'accent sur le fait que, dans de nombreux cas, les personnes interrogées disent avoir l'impression d'être accros à la haine. Car même si elles ne sont plus impliquées, même si elles n'ont plus les mêmes croyances et qu'elles les ont reniées, elles disent des choses telles que « je ne peux pas m'en débarrasser, la haine ne veut pas s'en aller, j'essaye très fort, mais elle revient toujours ». Peter Simi me dit bien qu'en tant que sociologue, il n'a pas les compétences pour déclarer que la haine rend addict. Mais que dans les nouveaux champs d'études autour de l'addiction, il y a ce qu'on appelle l'addiction comportementale ou sans substance, et qu'elle se caractérise notamment par le fait de mettre en place des habitudes, des schémas répétitifs autour de ces comportements. Une des choses qui peut indiquer qu'il y a une addiction, c'est le fait d'avoir un comportement habituel, routinier, au point que les gens ont la sensation de ne plus avoir de contrôle dessus. Et un des trucs qu'on sait sur la haine, c'est qu'il y a une composante joyeuse dedans. La haine provoque une augmentation de la dopamine. La dopamine, cette hormone qui est aussi un neurotransmetteur et qu'on surnomme la molécule du plaisir. Elle joue un rôle sur la motivation et active notre système de récompense. Si on trouve quelque chose agréable, c'est grâce à cette augmentation de dopamine. Et c'est donc probable qu'on recherche des expériences similaires, même si on ne le fait pas consciemment. On ne se dit pas « Ah, si je me faisais un petit shot de dopamine », c'est juste un truc qu'on fait intuitivement. Mais d'un point de vue sociologique, ce que ça signifie, c'est qu'un certain type d'expérience a des chances de devenir un comportement habituel, routinier, s'il provoque un rush de dopamine. Pardon pour ce petit bruit d'ordinateur.
ni Peter ni moi n'avons l'autorité pour déclarer qu'on peut être addict à la détestation de l'autre. Mais ce qui me semble évident, c'est que pour que Eric et Rachel y retournent régulièrement, ils y trouvent quelque chose qui leur fait du bien, une forme de plaisir. Pour comprendre un petit peu mieux quel plaisir les uns et les autres peuvent y trouver, savoir si c'est le même pour tous, il faut pouvoir se pencher sur leurs histoires respectives. La personne qui est l'objet de l'attention de Rachel qui vit à New York, c'est l'ex de son petit copain actuel. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je suis très amoureuse d'un garçon avec qui j'ai vécu une très très belle histoire d'amour pendant 3 ans. Et puis il est parti un jour, il a flippé, il est parti. J'étais très triste, évidemment. Et il s'est mis en couple très rapidement avec une personne qui est l'absolu opposé de moi. Je suis blanche, européenne, assez classique dans mon genre, et elle est assez classique dans le genre opposé, c'est-à-dire que c'est une artiste extrêmement... elle vit à Los Angeles, c'est la copine des stars, elle est très pin-up, tu vois, elle s'habille comme une pin-up, elle est sublime, elle est tout en nichon et tout en paillettes. Bref, on est assez opposés, quoi. Et il m'a quittée en me disant qu'il n'était pas apte à être dans une relation, et puis 2 mois plus tard, il était très officiellement avec cette nana. Et donc, la magie des réseaux sociaux fait que je la suivais pas nécessairement, mais c'était vraiment dans ma face, quoi, parce que c'était très 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 présent sur les réseaux sociaux, à quel point on s'est trouvés, on est amoureux, on fait de la musique ensemble, on tourne ensemble. Moi, j'ai essayé de prendre un petit peu de distance avec les réseaux sociaux, mais elle s'est mise à me harceler, littéralement, sur les réseaux sociaux. Je pense que lui, il n'était pas totalement remis de notre rupture ou de notre histoire. Et ça devait présenter une sorte de menace pour elle, j'imagine. La personne dont Rachel regarde 3 fois par semaine les profils sur les réseaux est en fait une femme qui l'a harcelée dans le passé. Elle a notamment fait ce truc très étrange, très agressif. Elle s'est mise à taguer Rachel dans des publications sur les réseaux où elle mettait en scène son amour passionnel. Ce qui veut dire que Rachel recevait des notifications avec des photos de son ex, qu'elle aimait encore, et de cette fille. Déjà, elle a commencé à poster beaucoup de photos et de vidéos d'eux dans des situations assez intimes ou assez au réveil tous les deux, à poil dans le lit, etc. Mais en me taguant, ce qui est un peu étrange. Mais alors moi, j'étais pas sur les réseaux. J'avais coupé Instagram et Twitter. Mais sauf qu'on commençait à me le dire en me disant « Mais t'as vu le post de cette personne pourquoi t'es taguée là-dessus ?» etc. Donc j'ai commencé à aller voir. Et je me suis reconnectée un petit peu à tort. Donc je me détaguais automatiquement sans rien dire, quoi. Mais c'était pas très agréable de voir la personne dont j'étais toujours amoureuse, très intime avec sa nouvelle personne, quoi. Et puis un jour, Rachel envoie à son ex un petit cadeau pour son anniversaire. Moi, j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que pour son anniversaire, je lui ai envoyé un mot. Je lui ai envoyé une lettre. C'était juste un petit cadeau avec une carte. Et elle est vraiment devenue folle. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à tweeter, en fait. Et elle a vraiment des millions de followers. Enfin, en tout cas, des centaines de milliers de followers. Elle a commencé à tweeter en s'adressant directement à moi, sans donner mon nom, mais en disant à toi, l'ex de mon mec, je te préviens tout de suite, si tu continues à être en contact avec lui, ça va mal se passer. Sauf que quelqu'un qui a des centaines de milliers de followers et qui est une artiste donc avec des fans assez impliqués, les fans ont commencé à me contacter et à me menacer et à m'envoyer des messages en me disant on sait où t'habites. C'était facile de trouver qui était l'ex de mon ex, si tu veux, c'était facile de me retrouver. Donc du coup, les gens ont commencé à m'écrire, à me dire on sait où t'habites, on va venir te péter les jambes. Et puis elle a commencé à m'envoyer des photos d'eux en message privé, en me disant je suis sûre que ça te manque, c'est bien fait pour ta gueule. Enfin, des trucs un peu violents, quoi. Tout ça a duré pas très très longtemps, ça a duré, je sais pas, 1 mois, mais c'était vraiment violent et c'était super traumatisant pour moi. Voilà. Et puis ça s'est arrêté. Et puis finalement, l'histoire avec cet homme-là s'est terminée. Et 1 an plus tard,
lui est revenu vers Rachel et lui a demandé une nouvelle chance. Elle a accepté, mais depuis, alors qu'elle est de nouveau heureuse avec lui, que l'autre femme n'écrit plus jamais rien sur elle, elle surveille constamment ce qu'elle fait en ligne. Pourquoi est-ce que Rachel maintient un lien, même s'il est à sens unique, avec quelqu'un qui l'a traumatisée ? Quelle satisfaction peut-elle bien y trouver ? On décortique cette histoire un peu contre-intuitive, juste après ça. Je suis allée voir la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet, autrice entre autres de « Tu haïras ton prochain comme toi-même ». Elle me parle de ce que ça fait d'être l'objet de haine en ligne. C'est une expérience extrêmement étrange que d'un seul coup de voir que sa propre personne déclenche la haine, vous voyez, sans avoir attaqué l'autre, ou que tout ça se passe complètement à son insu. Oui, c'est quelque chose de tout à fait étrange d'être l'ennemi. Il est vrai qu'on ne peut pas ne pas se poser la question de « mais qu'est-ce que j'ai fait pour que l'autre me haïsse ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois cet objet pour l'autre ?» Et donc, nécessairement, ça conduit à une forme de fascination. C'est une raison de pouvoir continuer l'enquête, de ne pas rompre le lien. En fait, Rachel est en enquête. Elle cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Elle me l'a même presque dit quand je lui posais des questions. Son obsession a commencé pendant son cyberharcèlement pour reprendre un peu le contrôle sur cette histoire, pour comprendre mieux. À la suite de tout ça, et pendant leur relation et aussi après leur rupture, j'ai eu besoin, je sais pas, d'en savoir un maximum sur cette personne en fait. Et donc du coup, je suis vraiment allée scroller et enquêter sur toute sa vie pour comprendre, savoir. Il y avait une espèce d'obsession un peu malsaine sur qui est cette personne. Et donc du coup, je sais tout d'elle, littéralement. Enfin, parce que les réseaux sociaux sont assez terribles et magiques. Il me semble que la volonté de comprendre quelque chose sur soi ou sur une partie de son histoire, c'est aussi une dimension de la démarche d'Éric, qui, rappelez-vous, a une petite routine qui consiste à aller voir plusieurs fois par jour les posts sur les réseaux sociaux de la personne qu'il déteste de tout son cœur. C'est une personnalité publique que j'estimais beaucoup, qui m'a même accompagné dans un moment de ma vie en termes de développement intellectuel. Et plus tard, j'ai eu une espèce de trahison, grosse frustration en me rendant compte que c'était une fraude et que je le détestais. Okay. Et du coup, je me sens grave arnaqué. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un truc un peu perso, c'est ça que je veux dire, quoi. Ouais, peut-être que lui en vouloir à lui fait que je m'en veux moins à moi-même. Tu te dirais, parce que j'ai été trop con de le trouver intéressant, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas, peut-être pas me rendre compte de la supercherie plus tôt. Éric ne connaît pas personnellement l'objet de son courroux, mais il ressent à son égard une forme de rancœur. Il se sent trahi. Et il me semble qu'il essaye aussi de comprendre pourquoi, d'après lui, il s'est fait avoir par cette personne. Ce besoin de comprendre, cette enquête que l'un et l'autre continuent à mener, je crois que c'est aussi ce qu'on peut faire quand on rumine sur quelqu'un qui nous exaspère. À force d'examiner la personne ou la relation, on y trouve des formes d'explication sur nous, sur ce qui nous importe ou pas. Dans un précédent épisode sur la colère, on expliquait comment elle nous indiquait parfois nos limites et nos valeurs. C'est un peu le même processus, mais pour moi, ça n'explique pas tout à fait le plaisir et le fait qu'on y retourne. J'ai demandé plus précisément à Rachel ce qu'elle ressentait quand elle se connectait au profil de celle qui l'a traumatisée. Très honnêtement, c'est pas sain, mais il y a une petite excitation quand je vois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau post. Et le truc, c'est que je l'ai bloquée de partout parce que je voulais absolument pas qu'elle me contacte. Mais du coup, je vais débloquer son compte genre tous les 2-3 jours pour juste aller voir s'il y a un truc en faisant très attention de pas liker ou de... voilà. Rachel me parle d'excitation, d'un truc qu'elle fait un peu caché. Elle me dit même autre chose quand je lui demande si c'est quelque chose dont elle parle aux gens. Et non, personne ne sait vraiment. Et j'ai pas du tout honte de regarder du porno, mais par contre, j'ai un peu honte d'aller voir le profil de cette personne. Que Rachel fasse le lien entre la pornographie et cette pulsion qu'elle a d'aller voir ce que la personne qui lui a fait du mal fait de sa vie,
Ça me met sur la piste de quelque chose dont je parle au téléphone, puisqu'il est à Rio de Janeiro, à un philosophe que vous avez déjà entendu dans Émotions. Maxime Rovère, spécialiste entre autres du grand philosophe qui a mis les émotions au cœur de sa réflexion, Spinoza. Ce plaisir-là, en fait, c'est de la décharge. Et philosophiquement, il vaut mieux faire la différence entre du plaisir et de la jouissance. La haine, c'est de la jouissance. Pourquoi ? Parce que le plaisir, c'est quelque chose qui te construit, qui t'alimente, qui fait que tu accumules de l'énergie pour te sentir bien et pour, profiter de la vie. Alors que la jouissance, c'est de la décharge d'énergie. Tu te libères de quelque chose qui, si tu le gardais, te pèserait. C'est du trop-plein. Et donc la haine, forcément, c'est quelque chose qui déborde. Donc forcément, dans ce moment de débordement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jouissance. C'est parce qu'on est en train de décharger quelque chose, quoi. Franchement, c'est presque sexuel. Oui, mais c'est même animal, en fait. La différence que Spinoza fait donc entre plaisir et jouissance, c'est que le plaisir nous construit, nous nourrit, là où la jouissance nous diminue. Une décharge d'émotions négatives, c'est aussi exactement la manière qu'Éric a d'envisager la pratique de sa haine. Tu vois, au quotidien, la détestation et la haine, j'en ai pas du tout. Et je crois que le fait d'avoir une espèce de petite poupée vaudou sur laquelle renvoyer toute cette énergie, tout ce mépris, tous ces mauvais sentiments, ça m'aide à pas l'exprimer ailleurs, en fait. Et cette histoire d'énergie, ça me rappelle aussi ce que Romain me dit. Vous savez, l'ancien hater repenti, celui qui insultait vraiment les gens sur les réseaux, pas comme Éric. Ça consistait beaucoup à déverser des commentaires méchants sur des proches ou même des inconnus. En fait, c'est un moyen facile de satisfaire un besoin de sortir une sorte de boule qui brûle à l'intérieur de soi, une boule de haine, et d'en faire quelque chose qui est valorisant, parce que du coup ça fait rire, amuser les autres, c'est quand même bien vu. Romain a une émotion négative qui paraît forte et encombrante, et il arrive à l'exprimer d'une manière qui est valorisante pour lui. De son point de vue, ça a l'air d'être une stratégie carrément gagnante. Du point de vue des gens qu'il ciblait, beaucoup moins. Mais comment ça se fait que ce soit valorisant de partager un truc aussi négatif ? La philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet a une petite idée. Il y a quelque chose qui peut être très contagieux dans la haine parce que ça exerce une forme de séduction. Comme quelqu'un qui haït paraît toujours plus marrant, plus intelligent que quelqu'un qui plutôt ne dit pas de mal des autres, essaye de comprendre et qu'on va juger un peu bisounours, un peu neuneux, un peu bête. Tandis que la haine, elle a pour elle l'intelligence, elle trouve le trait, elle désidéalise. Donc elle ne se prend pas du tout au piège de ce que l'autre nous renvoie de lui-même. Vous voyez comment on peut être mimétique parfois quand on est séduit par quelqu'un. Ben non, celui qui haït, lui, il n'est pas du tout... au contraire, c'est celui qui fait rire les autres. Romain le dit, il se sentait valorisé dans son groupe d'amis. Et je crois que la société lui renvoyait aussi en partie l'idée que c'était OK de faire ça. En France, on a quand même le pamphlet. C'est un genre littéraire tout entier consacré à l'écriture de la détestation avec style. Quand le livre de Pauline Armange, Moi les hommes, je les déteste, est sorti, Libération a écrit que son texte était une expérience jubilatoire, tandis que le New York Times a estimé qu'il tapait pile là où ça fait mal. Pour les lecteurs, il y a un grand plaisir à lire un texte qui décrit précisément pourquoi certaines choses nous sont insupportables. Avoir l'impression d'avoir percé à jour les contradictions de quelqu'un qui l'admirait, de ne plus être dupe, et même d'être supérieur à l'ancien lui, qui n'avait pas ce discernement, c'est quelque chose de valorisant pour Éric. Et pour lui aussi, une partie du plaisir de pouvoir détester cet homme, c'est de pouvoir le partager. Il y a un pote que je vois plus trop en ce moment parce qu'il habite au Sénégal. Mais il était là, il y a 2-3 semaines. À un moment, j'ai parlé de la personne que je déteste. Et on s'est rendu compte que lui aussi détestait et qu'on avait un peu les mêmes pratiques. Les mêmes pratiques, les mêmes pratiques de détestation. On est chacun sur un autre continent, mais on fait la même chose et on nourrit cette détestation. Et là, on était ensemble. Et du coup, on a pu lâcher toutes nos fielles comme ça d'un coup. C'était vraiment un peu jouissif. En vrai, tu vas te dire ah ouais, et puis tu rebondis, tu fais ah mais tu sais quand il a dit ça, oh mais tu vois en plus il est tout le temps avec elle, machin. Du coup ouais, c'est sans fin. Détester quelqu'un en commun, c'est un excellent lien. Une étude de psychologie sociale menée en Floride par Jonathan Weaver et Jennifer Bosson et parue en 2011 a par exemple démontré que 2 inconnus se sentiront proches plus vite s'ils médisent sur une tierce personne que s'ils en disent du bien.
Plus que ça, et c'est une des réponses à nos questions, il semblerait que cela provoque physiologiquement du plaisir. En 2017, une étude italienne de l'université de Pavie a démontré à l'aide d'une expérience un peu marrante que parler mal de quelqu'un en groupe produisait de l'ocytocine. C'est du moins ce qu'a révélé l'analyse des salives de 22 personnes à qui on a demandé de critiquer ensemble des choses qu'elles détestaient. L'ocytocine, c'est ce qu'on appelle aussi l'hormone du lien et de l'amour. On estime aujourd'hui qu'elle joue un rôle crucial dans les interactions sociales. Mais de récentes études montrent par ailleurs que le rôle de cette hormone est sans doute beaucoup plus ambigu que ce que ses surnoms laissent entendre. 2 études, une menée aux Pays-Bas et publiée dans la revue Science en 2010, et une autre à l'université de Bonn en Allemagne, ont montré des résultats qui suggèrent que si l'ocytocine favorise les renforcements des liens sociaux déjà établis, elle génère aussi de l'agressivité envers des inconnus ou des groupes d'inconnus considérés comme rivaux. Quand détester l'autre ou un groupe d'autres gens renforce les liens sociaux d'un groupe et qu'en plus ça procure de la joie, on voit bien le danger et les dérives que ça peut représenter dans une société. À ce propos, quand je parlais au sociologue américain Peter Simi, qui dans le cadre de ses recherches a fait de longs entretiens avec des suprémacistes blancs repentis, il m'a dit quand même attention Marie, à ne pas tout confondre. La haine dont moi je parle, être impliqué dans des groupes haineux organisés, est un peu différente de ce dont vous me parlez. Je ne suis pas sûr qu'on parle de haine dans les cas dont vous me parlez, car pour avoir de la haine, il faut qu'il y ait du dégoût. C'est une composante importante de la haine. Et l'autre chose, quand on parle de la haine, c'est qu'on parle aussi normalement du désir de voir disparaître l'objet de sa haine, quel qu'il soit. Il y a un désir que la chose n'existe plus. Alors oui, effectivement, Eric ne veut pas que l'objet de sa haine disparaisse. Il veut même prendre un café avec lui. Parfois, je me dis, j'aimerais trop juste lui écrire pour qu'on prenne un café et pour que je me dise, mais est-ce que t'es vraiment juste trop con ou est-ce que je te haïs par volonté de te haïr ou on peut se mettre d'accord, quoi. Quant à Rachel, elle est même pas sûre de détester vraiment la personne qui lui a fait du mal et qui la fascine. J'ai l'impression, oui, que vraiment je la déteste. Enfin, elle m'a fait beaucoup de mal et elle a fait beaucoup de mal à mon mec aussi. Je l'ai su après, mais et en même temps, c'est presque comme si j'avais très envie d'être sa copine, parce que elle est charmée quand enfin, objectivement, sans savoir que c'est une harceleuse un peu qui fait des trucs pas cool. Elle est brillante, elle est fun, elle a l'air super. Et si mon ex/mec est tombé amoureux d'elle, c'est qu'il y a bien quelque chose chez cette nana. Je sais pas si je la déteste, mais en tout cas, je ressens des trucs très très forts à son égard, quoi. Cette ambivalence que décrivent Eric et Rachel, elle est parfaitement compréhensible quand on connaît leur histoire. Mais elle tient aussi peut-être à la définition très large et dérivée de l'anglais qu'on a du mot haine. Le hate-watching, par exemple. Le fait de regarder des trucs nuls pour le plaisir de les trouver nuls, ça, c'est pas de la haine. Et les gens qui en suivent d'autres sans les aimer ne sont pas forcément animés par quelque chose d'aussi puissant. Ce n'est pas si facile de dire ça c'est haineux, ça ne l'est pas. En revanche, quand on passe à l'acte, une ligne a été franchie. Romain l'a franchie de nombreuses fois. Et c'est celui qui aujourd'hui se considère comme un repenti. Quand je lui ai demandé comment il s'était sorti de cette spirale, il m'a répondu que c'était en voyant les effets dans la vraie vie. J'ai dû me rendre compte vraiment au fur et à mesure que c'était pas si valorisant en réalité, que c'était pas non plus quelque chose qui était partagé par tout le monde comme une valeur positive. Je me rappelle avoir ressenti de l'empathie et de la pitié pour un membre d'un groupe de potes avec qui j'étais vraiment très très proche, et qui était clairement le bouc émissaire et celui dont on se moquait tous. Donc j'ai commencé à plus le faire, à plus me moquer de lui, à plus supporter que les autres le fassent. Le passage à l'acte, c'est d'ailleurs à ça que pensait Jean-Victor Blanc, le psychiatre, quand il disait qu'il ne voulait pas trop parler d'addiction, parce que ça pouvait déresponsabiliser les gens. Il faut de la nuance parce que c'est pas haïr qui serait problématique, mais c'est les comportements qui vont avec. On n'est pas addict à harceler quelqu'un. Après, la distinction, ça va être dans finalement les comportements associés, parce qu'en fait, on peut suivre quelqu'un en se disant bah voilà, telle personne, elle m'intéresse pas, mais je regarde quand même, bon, etc. Mais en revanche, lui mettre des messages, des commentaires haineux, des DM avec des insultes, des choses salaces, misogynes, homophobes, etc. Là, pour le coup, non. Enfin, ça, évidemment, il n'y a pas de vertu là-dessus.
Quoi qu'il en soit, alimenter ce sentiment négatif, même sans en faire part à d'autres, n'est peut-être pas le truc qu'on peut faire de mieux pour soi. Et ça rejoint les paroles du philosophe Maxime Revers, quand je lui disais que parfois, quand même, on a des très bonnes raisons de détester quelqu'un. Il m'a dit oui. Et plus précisément, il m'a dit oui, mais... Ça ne sert à rien de t'attacher à ta haine, parce que dans ta haine, il y a de la tristesse. Autrement dit, elle diminue ta puissance d'agir. En fait, on a l'impression qu'on fait des choses, qu'on est très fort quand on fait des choses avec haine, mais en réalité, ça, c'est pas ta force. C'est la force de quelque chose qui est en train de te traverser et qui, en te traversant, est en train de te diminuer. Et en même temps, ça peut être bien utile d'en passer par là. Car détester quelqu'un, c'est aussi, nous dit la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet, un symbole fort de séparation. Il y a un bon usage de la haine. C'est que la haine, c'est un signal de séparation. Ça sert à rien de l'alimenter parce que si vous l'alimentez, vous gardez le lien fixé avec cette personne. Même les appétits de vengeance, en fait, c'est encore une dépendance à la personne qui vous a fait du mal. Et la haine, elle se retourne contre vous à ce moment-là. Donc, il vaut mieux, là, entendre ce signal de la haine. Ce signal de séparation, il faudrait réussir à l'entendre pour soi. Et quand il concerne quelqu'un avec qui on n'a pas vraiment une relation accidentée, il cache sans doute autre chose. C'est ce que me dit Jean-Victor Blanc. L'idée, ça va être surtout de comprendre, en fait, plutôt que de traiter ou d'essayer d'encadrer, entre guillemets, ce comportement, c'est essayer de comprendre, en fait, quelle place ça a et surtout ce que ça suscite, pourquoi ça prend autant de place dans sa vie, ce que ça représente, parce qu'en fait, c'est probablement, si c'était un de mes patients, j'essayerais de comprendre ce que cette personne représente pour lui, ce que ça lui rappelle, parce qu'en plus, lorsqu'il s'agit de haïr quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est disproportionné. On ne peut pas détester quelqu'un par définition qu'on ne connaît pas. Donc, c'est probablement que ça rappelle quelqu'un de plus proche, quelque chose de son histoire, et que cette fonction-là, ça va être plutôt ça qu'on va explorer plutôt que interdire, entre guillemets. Loin de moi l'idée de terminer cet épisode sur une morale un peu sentencieuse, mais je crois que quand même, ces petits plaisirs peuvent nous détourner à terme des choses qui, en revanche, nous apportent de la joie. Le moraliste du XVIIe siècle La Bruyère a justement écrit dans Les Caractères « Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touché par de très belles choses. » Le plaisir de la critique nous ôte celui d'être vivement touché par de très belles choses. Le livre de Pauline Armange que j'évoquais tout à l'heure, « Moi les hommes, je les déteste », nous montre peut-être justement que les deux ne sont pas incompatibles. Dans son livre, une fois sa thèse posée, les mots trouvés et la jubilation qui va avec, elle ne laisse ensuite plus beaucoup de place aux hommes. Le reste de l'ouvrage est consacré aux femmes qu'elle arrive enfin à voir et à apprécier, aux relations de sororité et d'admiration qu'elle a pu développer pour des autrices, des amis et même pour elle-même. Plutôt que de perdre son temps dans une bataille contre les hommes qui la consumeraient, elle décide plutôt de les ignorer. Oui, réussir à dire sa détestation est une source de plaisir. Mais pour notre propre bien, ça devrait sans doute rester un point de départ pour explorer des choses qu'on aime. Je suis Marie Misset, vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Guillaume Giraud. Elsa Berthaud est en charge de la production. Abonnez-vous à Émotion pour ne rater aucun nouvel épisode. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser plein d'étoiles sur votre appli préférée. À dans 2 semaines!